pas, c'est vrai que j'ai toujours été intéressé par la construction et que être un peu à l'origine d'un pareil chantier, on ne peut pas voir ça sans penser un peu au jeu qu'on avait quand on était enfant, quoi. C'est vrai, hein, il y a quelque part la réalisation d'un rêve d'enfant, de participer à des constructions importantes. Oui, c'est quand même une drôle d'histoire. Évidemment, c'est assez lié à mon parcours dans l'université. Toute cette affaire remonte grosso modo à 1987-1988, quand Nadine Forest, qui était devenue la présidente de l'université en 1987, m'avait demandé de venir aux côtés d'elle en qualité de chargée de mission pour mettre en place un cadastre de l'université et l'assister pour suivre l'élaboration du schéma de parachèvement du campus Jussieu qui était prévu dans le cadre du plan Université 2000 proposé par Lionel Jospin à l'époque. J'avais proposé à Madame Forest que je m'équipe d'un logiciel d'architecture pour faire des plans numériques et que je crée une base d'informations qui nous permette d'avoir une vraie cartographie de la manière dont nous occupions les locaux sur le campus de Jussieu, puisque le campus de Jussieu, c'était quand même une masse considérable de locaux que se répartissaient P6 et P7, mais on n'avait pas une idée très précise de la manière dont tout cela était organisé. Nous n'avions pas du tout d'idée des surfaces réelles du campus de Jussieu. Et on ne savait pas faire la différence entre les surfaces utiles, spécifiquement dédiées aux activités universitaires, des surfaces bâties. Surface bâtie, elle s'exprime soit en chaume, soit en chobe, suivant la manière dont on compte, si on introduit les parkings, les terrasses et ceci et cela. Et donc on n'avait pas du tout d'idée précise. Bon, Jussieu est un campus gigantesque, une population extrêmement nombreuse le fréquentait. Paris 6 sur le campus de Jussieu revendiquait plus de 30 000 étudiants, Paris 7 plus de 20 000 étudiants. Donc vous voyez, ça faisait une population qui n'était pas simultanément présente sur le campus, mais c'était quand même une population considérable qui était amenée à fréquenter ce campus. C'était en soi une vraie ville. C'est que c'est un espèce de, comment dire, de château fort tourné contre la ville, et les circonstances étant ce qu'elles étaient, chaque couloir étant fermé à clé, grosso modo, donc chacun vivait dans des petites cellules, sans aucune communication quelle qu'elle soit. Et par-dessus tout ça, les étudiants n'avaient aucun lieu où se retrouver. Le seul lieu, c'était le parvis balayé par les vents ou les bistrots environnants. Donc la vie étudiante sur le campus Jussieu, elle était réduite à quasiment zéro. Souvent décriée, voire rejetée, l'architecture d'Albert, forte et austère, est cependant reconnue comme une œuvre marquante des années 60. Une œuvre où l'emploi du métal a facilité les jeux de transparence depuis les rues environnantes. Mais en contrepartie, le gigantisme des espaces ouverts à tout vent et la répétitivité des éléments préfabriqués n'ont guère favorisé la convivialité du lieu. À la même époque, les constructions universitaires étaient plutôt faites en dehors des villes. C'est l'université de Grenoble, c'est l'université de Lille, etc. C'est ces grands campus, même Orsay, qui date de 62-63, sont les campus qui sont à l'extérieur des villes, avec de l'espace. Ici, au contraire, on a construit à l'intérieur de la ville, mais d'une certaine façon, on a eu un petit peu honte. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit une sorte de château fort, une sorte de ghetto, avec des grands murs qui isolent complètement le bâtiment universitaire de la ville. On a des conditions extérieures qui sont absolument admirables. On est en plein cœur du 5e arrondissement avec toute la vie culturelle que ça peut représenter. Et alors au contraire, là, on a fait un bloc, un château fort, complètement isolé du reste, qu'on a d'ailleurs terminé par le donjon, la tour centrale. Et tout est fait, et l'architecture y concourt complètement avec les courants d'air du parvis Jussieu pour qu'on ne puisse qu'y passer et ne pas y rester. Alors, maintenant, on est 20 ans plus tard.
Le grill est toujours inachevé et ça se voit de manière très caractéristique sur la façade qui est près de la Seine, des tours 12 à 42, et comme suspendu, avec les poutrelles métalliques qui sortent en rouillant d'ailleurs, et les murs de pignon qui laissent le parpaing nu. On n'avait pas vraiment à l'époque produit d'analyse sur le fonctionnement du campus de Jussieu, la manière dont les établissements y fonctionnaient. C'était assez étrange, et c'est justement à l'occasion de ce travail sur le parachèvement possible de ce campus que les réflexions sont venues, qu'on a commencé à se poser des questions, à voir le rapport entre le campus et la ville, à se poser des problèmes d'identification des différentes activités, des différents établissements. Il y avait quand même 3 établissements, Paris 6, Paris 7, l'IPGP, une activité Crous non négligeable. Tout ça a été entremêlé, pas très lisible. En 84 avait été construit aussi dans un coin de ce campus l'Institut du monde arabe. Pourquoi, comment à l'époque, il y avait eu une esquisse de parachèvement de ce campus avec un projet de Jean Nouvel qui voulait créer une grande allée entre les bars de Cassan et le grill. Mais tout ça était très schématique. Le travail autour de ce projet de parachèvement se déroulera sur les années 89, 90, 91, début 92. Plus on avançait, plus ça semblait être difficile, plus les problèmes se soulevaient, plus apparaissaient des problèmes de frottement entre P6 et P7, des surfaces pour quoi faire, mais dans quel domaine avons-nous besoin des surfaces? Est-ce que ce sont les mathématiques qui doivent s'agrandir ou ceci ou cela? Personne n'était capable de justifier quoi que ce soit. À cette époque, moi j'ai participé à toutes les réunions, j'ai vu comment institutionnellement ça fonctionnait, je découvrais les différentes institutions qui s'occupaient de ces dossiers, le SCARIF, la direction du ministère, le ministère du budget, l'APUR pour la ville de Paris, donc il y avait un grand foisonnement d'acteurs. Et chacun faisait émerger ses problèmes, et plus on avançait, plus on sentait que l'essence d'un projet se diluait. Il y avait une réflexion globale sur les constructions universitaires. Et en particulier était revenu, disons, sur le tapis, le problème lancinant de la bibliothèque de lettres et sciences humaines. 662 mètres carrés pour 12 000 étudiants. Donc on avait calculé que cela faisait, si je me rappelle bien, rapporté au nombre de places assises, 277 étudiants par place. Voilà. Bon, donc je dois dire que nous n'étions pas très fiers. Ce qui était quand même d'une indécence rare. Quand on pense que, par exemple, dans n'importe quelle université aux États-Unis, la bibliothèque est le lieu central du campus. Moi, je vais très souvent dans le Nouveau-Mexique, dans une petite ville qui s'appelle Las Cruces, avec une université d'État, New Mexico State University, avec une bibliothèque qui a 300 ou 400 000 ouvrages. Voilà, c'est tout. Le seul élément qui était vraiment exprimé très précisément, c'était le besoin en matière de bibliothèque. Le campus de Jussieu comportait un certain nombre de bibliothèques, mais surtout des bibliothèques scientifiques, ne disposait d'aucune surface de bibliothèque de lettres et sciences humaines. Et donc, il avait été assez clairement exprimé l'idée de créer une très grande bibliothèque universitaire sur le campus de Jussieu, qui regrouperait les bibliothèques scientifiques de recherche et d'enseignement, ainsi que les bibliothèques, et qui créerait une bibliothèque de lettres et sciences humaines, partie enseignement, partie recherche. L'université s'était déjà saisie de la nécessité de se doter d'une structure documentaire à l'échelle de ses ambitions en matière de recherche et d'enseignement. Dès 88-89, je me suis confrontée à un premier projet de bibliothèque. Nous passions de 662 mètres carrés à 1500 mètres carrés. L'évolution était relativement modeste. La bibliothèque aurait pris place en fond d'université avec une ouverture sur la place Jussieu.
Donc cela nous a valu de commencer à rédiger un programme fonctionnel définissant les besoins, les fonctionnalités, enfin je dirais toutes les données utiles à un programme d'architecture. Bon, nous avions travaillé avec une programmiste, bon, et puis la chose ne s'est pas faite. Premier projet, première déception. Et puis les choses vont ensuite évoluer d'une manière assez inattendue. Jean-Pierre Delonder, qui était devenu président, me dit « Écoute, je viens d'être informé que Jacques Lang vient faire une visite du campus pour voir les projets de parachèvement et apparemment il a l'air très intéressé par la construction d'une bibliothèque. » Donc on a eu cette réunion autour de la maquette qui avait été faite par Cantate Dupart et François Guy, qui avait été installée sur la dalle de Jussieu, la visite de Jacques Lang et de sa petite équipe. Et effectivement, à ce moment-là, Jacques Lang nous a... L'État devait investir rapidement dans la construction de cette bibliothèque. C'était incroyable qu'on n'ait pas encore pour autant d'étudiants sur le campus une bibliothèque de lettres et sciences humaines à la hauteur des ambitions de ce campus. Et qu'il allait faire tout ce qu'il fallait, et donc qu'il allait lancer un concours international pour la construction d'une bibliothèque sur le campus de Jussieu. On n'avait pas très bien compris à l'époque pourquoi Jacques Lang, d'un seul coup, avait un amour pour la création d'une bibliothèque sur le campus de Jussieu. On découvrira plus tard qu'en fait, cette proposition était très liée à la construction de la BNF, et que le ministère de la Culture, et donc dont Jacques Lang avait été le ministre, là il était devenu ministre de l'enseignement, enfin de l'éducation, et que sa plus grande crainte était que les étudiants de Jussieu qui n'avaient pas de bibliothèque aillent envahir la BNF. Donc pour éviter qu'ils envahissent la BNF et qu'éventuellement ils détournent la BNF de sa fonction initiale, qui était une ouverture vraiment très forte sur l'ensemble de la population, il fallait qu'on leur donne des mètres carrés à eux aussi, sinon on les verrait débarquer dans cette bibliothèque. Il avait assez bien fait les choses puisqu'il avait obtenu de la région des gros engagements financiers. Il promettait que l'État s'engagerait aussi. Et là, on retrouvait le savoir-faire de Jacques Lang en matière d'organisation, de concours d'architecture et autres. Et là, la machine s'est mise en route d'une manière phénoménale à partir du mois de juillet. Réunion sur réunion, programmiste, visite à l'étranger de différentes bibliothèques en Allemagne, en Hollande. Il m'avait demandé de faire visiter à Coulas, à Nouvel, à d'autres architectes le campus de Jussieu, de leur expliquer comment ça fonctionnait, d'expliquer un peu notre ressenti. Et c'est là d'ailleurs je me suis beaucoup amusé parce qu'un soir comme ça on recevait Jean Nouvel et Rem Koolhaas et je me suis amusé à peu près en 3-4 minutes à les perdre dans le bâtiment de Jussieu. Alors Nouvel qui défendait, qui avait toujours un discours extraordinaire sur le bâtiment d'Albert, était quand même un peu déstabilisé parce qu'il se rendait compte quand même que ce bâtiment comportait quelques difficultés dans sa préhension. En juin, Jacques Lang charge l'architecte Patrice Motini d'organiser un concours international pour la construction des bibliothèques. En septembre, 100 équipes françaises et 22 équipes étrangères répondent. Le jury retient 10 candidats. Pierre Dubesset et Dominique Lion de Paris, Laurent et Emmanuel Baudouin de Nancy, Architecture Studio de Paris, Jean Nouvel, Emmanuel Catani de Paris, Jacques Condelate de Bordeaux, Jacques Herzog et Pierre Demeron de Bâle, Kopp Himmelblau de Vienne, Toyo Ito de Tokyo, Cruz Ortiz de Séville, Rem Koolhaas, OMA de Rotterdam. Nous faisions partie d'une sous-commission, d'un jury destiné à analyser l'adéquation entre notre programme fonctionnel et les projets d'architecture. Il est juste de dire que nous n'avons pas été entendus dans nos conclusions. Le projet d'architecture qui, d'après nous, professionnels, qui étions en charge de l'adéquation aux besoins des usagers, c'est le projet que nous avions placé en dernier, qui a été choisi. Ce jury a
choisi le projet de Rem Koolhaas, qui ne semblait pas être forcément dans le choix du ministre. Et puisque quelques jours plus tard, on a vu apparaître le fait qu'il y avait 2 lauréats ex aequo, Nouvel et Koolhaas, mais que c'était quand même Koolhaas. Alors dans le concept, c'était assez amusant d'imaginer comme ça, un peu comme la tour de Babel. On pouvait monter et parcourir tout l'entassement de la culture livresque. Simplement, les bibliothécaires étaient un petit peu inquiets de la manière dont elle allait gérer ces plateaux inclinés, comment installer les livres dans les rayonnages. Il plaçait 35% des surfaces utiles de la bibliothèque en dehors des circulations, 35%, sur des pentes de 0 à 4% et de 6 à 9%. C'est dire que des rayonnages, des places de travail, se seraient trouvés placés sur ces pentes. En général, et c'est un peu ça le problème de ces concours d'architecture qui ne sont que des concours d'architecture, c'est souvent d'oublier une part du réel. Je dois dire que l'équipe qui travaillait à mes côtés n'a pas très bien accueilli la chose, non plus que moi-même d'ailleurs. Bon, il n'en demeure pas moins que nous avons travaillé pendant 6 mois avec Rem Koolhaas, qui, je l'avoue, est une personnalité tout à fait fascinante, mais assez inflexible sur ses projets, ce qui se conçoit. Vit très bien ensemble avec l'autre et que le squelette monumental représente presque un paysage. Les aléas de la vie publique, de la vie politique, ont fait que le projet s'est arrêté. Il y a eu, pour tout dire, un changement de gouvernement. Et le projet est reparti dans les cartons de l'architecte et du ministère. Élection en mars 1993, changement de majorité, et grosso modo, on verra bien qu'à la fin du printemps et au début de l'été, le projet de bibliothèque, pour l'instant, il n'est pas sorti. Voilà. Ça, c'est la première phase. N'empêche que pendant toute cette période, moi, je me suis mis au travail parallèlement à l'université, et j'ai, cas un cas, fait les plans du campus de Jussieu. On relevait tous les bâtiments en retraçant les plans, puisqu'on n'était pas arrivé à avoir des plans originaux, disparus, Dieu sait où. Donc refaire un relevé complet des plans et de voir quelle était la répartition des locaux entre les 2 universités, puisqu'ils étaient manifestement biaisés, au sens où Paris 7 avait une fraction plus faible que Paris 6. Donc il y a eu un travail qui avait déjà été élaboré, qu'on a poursuivi, de manière à avoir vraiment une vue complète et très précise du campus. Non seulement de disposer des plans des bâtiments, mais de pouvoir à l'intérieur de ces plans positionner d'abord ce qu'avait P6, ce qu'avait P7, ce qu'avait l'IPGP, et aussi à l'intérieur, je le faisais pour P7, je n'avais pas à le faire pour les autres, à l'intérieur des locaux de P7, de pouvoir identifier les différentes composantes, les différentes UFR, et puis voir si par catégorie d'activités, grande famille d'activités, on ne pouvait pas aussi faire une cartographie des différents types d'activités, les locaux de recherche expérimentaux, les locaux de recherche théorique, les locaux d'enseignement, les amphis, les TD, les TP, les bureaux d'administration, les locaux d'administration, les locaux techniques, tout ça. Donc, sur plusieurs années, j'ai réussi donc à faire ce travail qui commencera vraiment à être très pertinent en 1995. Alors ça, c'est très important parce que ça nous a permis d'avoir, moi ce que j'appelle, c'est un peu le socle de notre projet, et ça nous a permis d'avoir toujours de la pertinence dans l'expression du projet. Et c'est, je pense, ça qui a fait que notre projet a pu voir le jour. Pendant ce temps-là, du point de vue de l'université, on avait construit cet amphi 24
qu'on avait transformé en amphi destiné à accueillir des manifestations culturelles, des congrès dans des conditions convenables, parce qu'il n'y avait aucun endroit où on pouvait organiser une conférence internationale dans de bonnes conditions. Bon, certes, c'était qu'un amphi de 200 places, quelque chose comme ça, mais ça donnait au moins un instrument qui était valorisant au niveau de l'extérieur. Au cours de ces chantiers, il fallait qu'ils respectent évidemment toutes les normes de la construction et les nouvelles réglementations, me sont apparus d'une manière très explicite un certain nombre de handicaps du bâtiment de Jussieu. Dans les parties inférieures, le problème de l'amiante ne se posait pas directement, mais le système de construction ossature métallique posait des problèmes. Les poutrelles qu'il y avait dans les amphis n'étaient pas protégées contre le feu, or les pompiers exigeaient, en tout cas si on faisait un réaménagement, exigeaient que ces poutrelles soient protégées contre le feu. C'est ces énormes gondoles qui est assez joli d'ailleurs, c'est certainement un des plus beaux gestes du projet d'Albert, c'est ces gondoles inversées qui supportent de part en part sur la largeur l'ensemble du bâtiment. Donc ces gondoles devaient disparaître sous une protection coupe-feu et qui leur faisait perdre tout leur caractère esthétique. Donc il fallait réaliser ça. On réalisait que les planchers n'avaient peut-être pas forcément toute la solidité qu'on espérait. J'en parlais un peu avec Jean-Pierre Delonder et je lui disais, tu sais, il faudra qu'on fasse attention, mais le bâtiment, c'est pas si simple. Alors on savait qu'on avait des problèmes d'électricité, d'installation électrique, qui n'étaient pas plus du tout conformes. On savait qu'on avait l'amiante. Depuis 1977, l'amiante était devenue un problème majeur. Tout le monde savait. 1975, première alerte à Jussieu et premier mouvement de protestation. La fac des sciences, l'un des grands travaux de l'époque gaulienne, est truffé d'amiante. L'amiante dont on dénonce déjà les dangers. Ce n'est pas dans l'an 2000 que l'on décidera finalement de faire machine arrière, parce que la chose sera encore plus grave. Et effectivement, le temps de cancer, de latence d'un cancer est de 30 ans, mais il ne faut pas attendre que tous les cancers se soient déclenchés pour prendre les mesures qui conviennent. Tout le monde savait que le campus de Jussieu posait de graves problèmes d'amiante. Les services de l'université avaient déjà, même les services rectoraux avaient déjà commencé à des campagnes de désamiantage ou de protection contre l'amiante dès 1983-84. Nous essayons, et nos services techniques, avec l'arrivée de Madame Forest, se sont beaucoup investis dans des recherches de protection contre la dispersion de l'amiante qu'il pouvait y avoir à travers nos faux plafonds. Mais ce cri d'alarme prémonitoire n'émeut guère les autorités. Les industriels de l'amiante occupent le terrain médiatique et pendant 20 ans, Jussieu se dégrade dans le silence, malgré quelques réparations de fortune. Il faudra attendre 1994 et la reconnaissance des premières maladies professionnelles pour relancer la mobilisation avec le comité anti-amiante. On voit apparaître régulièrement M. Parigot dans les locaux de la présidence, commençant à vraiment s'impatienter sur le fait que le problème de l'amiante n'est pas traité dans cette université. Le comité anti-amiante qui s'était constitué manifestement un réseau de communication avec la presse, avec l'ensemble des médias extrêmement actifs. Ce 2 novembre 1994, qui correspondait à l'ouverture des journées de Denis Diderot, ils ont distribué le matin sur le campus, profitant de cette ouverture. Et a priori, je veux dire, nous aussi, on avait fait un appel médiatique. Donc, ils ont profité de ceci pour distribuer ce tract intitulé « L'air contaminé ». Bon, c'est eux qui ont attiré l'attention des médias. Et du point de vue de cette inauguration des journées de Diderot, ça a été une interférence totale. Donc, il a fallu après rattraper le coup. Bon, mais on s'était bien joué, je veux dire, de la part du comité anti-amiante. Bon, il y avait un vrai problème qui était lié à l'amiante, il fallait le résoudre, donc ils ont su profiter de ça. C'est un peu le rôle des associations, même si c'est parfois difficile à gérer pour les gens qui sont en situation de, entre guillemets, de pouvoir. Mais bon, je dois reconnaître que c'était intelligemment joué.
Nous en discutons en réunion d'équipe. Jean-Pierre Denonder est très préoccupé par ce sujet. Il y a eu une pression extrêmement forte extérieure par l'intermédiaire du comité anti-amiante qui s'est constitué pour accélérer les choses et obtenir effectivement du gouvernement les moyens de désamianter rapidement le bâtiment de Jussieu. Il est décidé avec la tutelle de lancer une étude sur la faisabilité du désamiantage du campus de Jussieu, co-géré par les deux établissements. Il a fallu faire un état des lieux assez précis, commencer des campagnes de mesure, commencer à obtenir du gouvernement les moyens de faire un diagnostic sérieux, parce que ce n'était pas dans les moyens des universités. Pas oublier qu'à l'époque, les universités n'étaient pas autonomes, enfin elles étaient autonomes suivant la loi qui régissait les universités, mais en pratique ça ne voulait rien dire, et le budget dépendait complètement du ministère de toute façon. Donc il fallait obtenir des crédits pour faire un diagnostic précis de la situation du point de vue de l'amiante. Par ailleurs, on a eu la chance, ou la malchance, je ne sais pas, d'avoir dans des locaux de Paris 7 des inondations sévères au niveau du laboratoire du groupe de physique des solides. Un flexible d'alimentation en eau d'un appareil qui a claqué pendant la nuit de Noël, mais les conséquences ont été dramatiques, c'est-à-dire que l'eau a coulé pendant 2 jours sans s'arrêter. Le labo était au 5e étage, et donc tous les plafonds et tous les planchers ont été inondés. L'eau a écroulé tous les faux plafonds et a emmené l'amiante avec elle. Et donc on avait toute une aile du campus de Jussieu qui était sinistrée. Et donc ça a été l'occasion de lancer un chantier expérimental. Donc on a fait sur Paris 7, dans ce laboratoire, un chantier expérimental de désamiantage réel qui a été financé par le gouvernement. Donc on s'est battu pour obtenir ce financement, on a obtenu ce financement. Et ça a été fait, ce qui a montré que enlever l'amiante était compliqué, certes, mais pas si compliqué que ça. Il fallait travailler en dépression, etc. Et qu'après, la remise en état des locaux était quelque chose de difficile et compliqué. Donc il y a 2 phases dans ce qui allait se produire. Si on voulait désamianter, il y avait certes la question du désamiantage, et après se greffait là-dessus ensuite la question de la remise en état des locaux. Et donc de la remise en sécurité aussi des locaux, puisque s'il y avait de l'amiante, la raison en était que c'était une protection pas chère contre l'incendie. Okay ? Il ne faut pas oublier que Jussieu, c'est une construction, c'est un château de cartes. Donc s'il y a un plateau qui commence à s'effondrer, tout s'effondre. Évidemment, tout ça mettra un certain temps à se mettre en place, 1 an et demi, mais c'est quand même une expérience très significative. On est au début de l'année 95, le comité anti-amiante prend énormément d'ampleur, on sent vraiment que le problème de l'amiante n'est plus contournable. Des mesures de protection temporaires étaient prises, c'est-à-dire grosso modo, l'amiante était essentiellement située dans les plafonds, dans les faux plafonds plus précisément, faux plafonds qui étaient perforés, et puis dans toutes les gaines techniques qui bordaient les couloirs. Donc les gaines techniques, on pouvait les fermer, ça c'était pas un problème, encore qu'on pouvait aussi les ouvrir. Par contre les plafonds, il fallait les obturer. Donc il y a un premier plan qui a été mis en place de protection temporaire qui consistait à obturer l'ensemble des plafonds de Jussieu de manière à éviter toute dispersion de fibres d'amiante. Ce qu'on demande, c'est clairement le retrait de l'amiante de Jussieu, le retrait complet de l'amiante de Jussieu, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. On a pris récemment des mesures transitoires qui sont des mesures de sécurité où les gens vont devoir travailler avec des masques comme celui-ci, mais on ne peut pas travailler toute sa vie à longueur de journée avec des masques comme ça. Des travaux de décontamination ont été évalués à 200 millions de francs, mais les pouvoirs publics ne se sont pas engagés à payer la facture. Le nombre de réflexions qu'il y a pu avoir autour du parachèvement de Jussieu est considérable et ça s'est toujours terminé en eau de boudin.
Moi, j'étais dans mes réflexions sur le plan Université de Mines qui n'a pas été achevé. On avait les données surfaciques qui faisaient apparaître que Paris 7 occupait un tiers des surfaces du campus de Jussieu, alors qu'elle avait autant d'étudiants que Paris 6 sur le campus, qu'on était très défavorisés, que tout ça se gérait assez difficilement. La commission de sécurité n'arrêtait pas de mettre la pression en disant que le campus de Jussieu n'était pas en sécurité, qu'il fallait faire des travaux, qu'on avait des avis défavorables sur l'utilisation des cages d'escalier, qui n'étaient pas désenfumés, qui n'étaient pas protégés. Enfin, il y avait une tension qui naissait, qui était très très forte. C'est au mois de juin 1995, alors qu'avec Pierre, nous allions visiter un bâtiment à Ivry pour lequel on faisait l'hypothèse de reloger l'IUT. Au retour de cette visite, on était avec les personnes de l'immobilier qui nous avaient fait visiter ce bâtiment. On était dans notre bureau à Jussieu et je sors le plan que j'avais fait du campus Jussieu et je leur étale le plan masse et je leur dis comme ça, alors je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'était un geste comme ça. Je leur dis, ben voilà le plan du campus Jussieu, vous avez le grille d'Albert, le grand terrain vague un peu au milieu, vous avez l'Institut du monde arabe, les 2 barres de Cassan. Si je rase les barres de Cassan, et si on récupère le terrain vague qu'il y a entre le grill et les barres de Cassan, et si je le vends, combien ça rapporte? Ils me regardent complètement hallucinés et ils me disent, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Et je leur dis, bah, écoutez, je pense qu'il va falloir qu'on désamiante le grill d'Albert. J'ai fait les plans. J'ai les plans des occupations. Je vous montre, c'est un vrai patchwork. Et je pense que s'il faut désamianter, on ne pourra pas désamianter si on ne démonte pas une barre entière. Or, une barre, c'est 3 établissements publics, 6 typologies d'activités, et il faudra au moins le double de surface pour la reloger, pour faire les travaux. Donc je pense que c'est un chantier qui n'est pas réalisable si une des 2 universités ne quitte pas le campus. D'un seul coup, je dirais, cette hypothèse nous excitait aussi. Bon, c'était, je sais pas, mais c'est comme ça, c'est un truc lancé à l'eau comme ça. Et 2 jours après, ils sont revenus en nous disant, bah, écoutez, on a calculé, la vente des terrains compte tenu de la charge foncière au cours actuel, et on était en crise immobilière, rapporterait entre 1,2 milliard et 1,5 milliard. Et là, je dis, bah, écoutez, c'est exactement ce que je veux, parce que moi, j'ai calculé, comme j'ai fait mes inventaires, que si on voulait reconstruire P7, il nous faudrait grosso modo entre 140 et 150 000 m² de construction. Donc, ça représente à peu près cette somme. Ah, mais vous voulez reconstruire où? Bah, je leur dis, écoutez, moi, je me demande si on ne pourrait pas aller sur la ZAC Paris-Rive-Gauche. Mais pourquoi vous ne rencontrez pas Madame Cornille? Vous devriez l'appeler. J'avais été voir Jean-Pierre en fin d'après-midi, et Jean-Pierre Delander, et je lui dis, Jean-Pierre, pourquoi on ne déménage pas? Il me regarde complètement halluciné, il me dit, qu'est-ce que tu es encore en train de nous inventer? Ben, je dis, voilà, mon analyse, c'est, tu vois bien, l'amiante nous tombe dessus, regarde les emmerdements qu'on a avec le GPS, et on peut voir tous les faux plafonds tomber, et comment c'est foutu. Tu vois bien qu'on a des problèmes de sécurité électrique, tu vois. Moi, aujourd'hui, je pense que si on désamiante, on est obligé de déshabiller le bâtiment. Si on déshabille le bâtiment, on est obligé de déposer un permis de construire. Si on est obligé de déposer un permis de construire, on est obligé de se mettre à la nouvelle réglementation. Si on se met à la nouvelle réglementation, les travaux deviennent considérables et ça va durer 10 ans. Eh bien, est-ce que ton université résiste à ça sur 10 ans? Donc, je te propose, parce que si on doit déménager par morceaux, par partie, par truc, on va être dézingué. Et à la limite, on nous mettra un bout à Paris 3, un bout à Paris 6, un bout ailleurs, et l'université n'existe plus. Ah, il me dit, effectivement, je pense que tu as raison. Écoute, laisse-moi 24 heures, je réfléchis à tout ça. Évidemment, le lendemain matin, je fonce comme un gamin, je fonce dans le bureau de Jean-Pierre. Et je lui dis, alors, qu'est-ce que tu penses? Il me dit, tu m'emmerdes, hein, mais je pense que tu as raison. Bon, écoute. T'étudies discrètement un plan de déménagement, mais tu dis rien à personne, et si tu me mets le moindre désordre dans l'université, je te vire. Je lui ai dit banco. Donc on a commencé à réfléchir et essayer de voir s'il y avait des solutions possibles. Il y a toujours eu une réflexion autour des locaux. Je veux dire, après, c'est une question
de moyens. Un universitaire standard comme moi n'a aucune compétence architecturale, immobilière, ou etc. Je veux dire, donc, il faut qu'il y ait, on peut avoir les idées, il faut ensuite qu'il y ait quelqu'un qui ait de la technique qui suive quelque part. Et le fait est que François Montaras avait cette compétence technique, cette connaissance des locaux, cette appréhension de ce que serait le problème du désamiantage, a été capable de nous convaincre au niveau de l'équipe présidentielle que ce serait de toute façon une tâche extrêmement complexe et extrêmement longue, et que si on voulait que ça se passe sans trop de dommages pour les universités, il fallait qu'il y ait un des deux qui puisse cet embrayeur. Voilà. Je vais voir Madame Cornille. Et on avait prévu un rendez-vous d'1 heure, je crois que je dû y aller vers 15 h. À 19h30, j'étais encore. Et alors je lui explique mon histoire sur l'amiante, sur Jussieu, sur l'idée qu'on ferait bien de déménager. Elle me dit c'est extrêmement intéressant, mais il y a un truc qui ne va pas du tout. Moi, je ne refais pas un campus Jussieu dans ma ZAC. Et je dis mais... je ne pense pas qu'on fera un campus. Je dis mon idée, bon j'ai commencé à en parler avec Jean-Pierre de Donder, mais mon idée c'est l'université doit s'inscrire dans la ville. Si vous construisez un quartier, je pense que vous voulez faire un quartier parisien. Elle me dit oui, on est en train de lancer les concours d'architecture, et donc oui, je pressens une zone où vous pourriez vous installer, et on a 3 candidats, alors il y en a un dont j'ai oublié le nom, mais c'était Castro, c'était Porzampar et un autre. Elle me dit, et ma préférence irait vers le projet de Christian Porzampar, et il développe une nouvelle théorie de l'îlot ouvert qui semblerait bien cadrer à ce que vous avez envie de faire, c'est-à-dire l'idée d'avoir une université qui s'insère dans la ville à travers plusieurs bâtiments. Je dis oui, à condition qu'on reste dans un périmètre restreint, parce qu'il ne faut pas qu'on mette 2 heures pour aller d'un bâtiment à un autre s'il y a des étudiants qui vont d'un cours, d'un bâtiment à un autre. Il me dit, écoutez, ça se réfléchit, ça s'étudie, c'est extrêmement intéressant, il faut que j'en parle à Jacques Toubon, mais alors, comment vous voulez faire et tout. Écoutez, je lui dis, moi, il y a quelque chose qui m'a stupéfait quand on a fait le concours des bibliothèques à Jussieu, c'est de voir Rem Koolhaas, Jean Nouvel et d'autres nous expliquer ce que devait être le campus du XXXe siècle. Et puis, de voir à côté les projets qu'ils nous ont faits qui étaient complètement décalés des besoins universitaires. Donc je pense qu'il faut que nous soyons architectes de notre projet, c'est nous qui allons penser notre projet, qui allons l'organiser, et moi je vous propose c'est qu'on prenne un architecte par bâtiment. Elle me dit ça c'est très intéressant, ça me séduit. Au cours de la conversation, Mme Cornille me dit, écoutez, j'ai un problème, c'est que j'ai un très grand bâtiment ancien dont je ne sais pas quoi faire. Mes ingénieurs voudraient le démolir parce que ça améliorerait la rentabilité de la ZAC. Je ne suis pas sûr que si nous déposons un permis de démolir, je ne suis pas sûr que l'architecte des bâtiments de France ne s'y oppose pas et le classe. Or, s'il le classe, on ne pourra plus rien en faire, ça sera extrêmement coûteux et difficile à gérer. Donc, est-ce que éventuellement ce bâtiment vous intéresserait? Je lui dis, de quel est-il? Elle me dit, écoutez, c'est les Grands Moulins. Je n'ai pas d'objection, ça serait même extrêmement intéressant qu'on puisse faire un mélange et qu'on puisse utiliser un bâtiment extérieur. Moi, je lui dis, je suis extrêmement favorable. Est-ce que vous voulez le visiter? Oui, bien sûr. Écoutez, on prend rendez-vous. Et donc, 2-3 jours après, avec Pierre Barra, nous visiterons les Grands Moulins en pleine activité industrielle de meunerie. C'était assez magnifique, c'était assez impressionnant. Et on voit comment sont faits les Grands Moulins. En fait, on avait que les structures de poutres, des éléments de plancher, puisqu'il y avait des machines qui traversaient plusieurs étages. Donc, on avait un système extrêmement intéressant. Et au cours de cette visite, donc avec Pierre, on est extrêmement séduit par la cour. On dit, tu vois, là, il y a un petit endroit, on se dit, il y a un petit endroit intime, à quoi ça te fait penser? Bah ouais, il y a un petit côté cours de Sorbonne, machin, ça pourrait être sympathique. Et puis, je dis à Pierre, mais t'as vu cet espace? Je dis, pourquoi on ne mettrait pas la bibliothèque dans ce bâtiment? Ça serait assez magnifique. Puisque la bibliothèque n'avait pas été réalisée, mais elle était toujours un peu d'actualité, et personne n'avait dit que les fonds qui étaient alloués à la construction de cette bibliothèque avaient été repris.
Pierre, en plus, avait l'avantage, c'est qu'il avait participé, il était assez spécialiste de bibliothèque, il s'occupait de la bibliothèque de maths, et il avait travaillé à la construction de la bibliothèque Poincaré, et il me dit, oui, je le sens bien aussi. Et donc on retourne à Jussieu, on va voir Jean-Pierre, on lui raconte, on est euphorique, on dit tu viens, donc on a emmené Jean-Pierre visiter le bâtiment, on a rencontré Madame Cornille, les choses se mettent gentiment en place. 3 jours après, je proposais à Jean-Pierre un schéma d'aménagement dans lequel on avait positionné les différents bâtiments de l'université dans la ZAC en fonction des contraintes qu'avait évoquées Madame Cornille, contraintes de démolition, contraintes d'expropriation, nous les contraintes d'urgence. Et ce qui était amusant, c'est que lors de la visite des moulins, j'avais repéré le grand bâtiment qui était à côté, ce grand hangar, enfin qui ressemblait à un hangar, qui était en fait la halle aux farines. Et je demande à Madame Cornille, et celui-là, qu'est-ce que vous en faites? Celui-là, on le démolit. Mais puis elle me dit, mais il vous intéresserait? Je dis, oui, mais il sert à quoi? Il me dit, c'est une halle, on y stocke la farine avant de l'expédier, soit elle part en train, soit elle part en camion. Et est-ce que vous voulez le visiter? Je dis oui, bien sûr. Donc on l'a visité comme les... Et je dis à Pierre, mais parce que quand on avait fait les programmes, on se rendait compte, on avait vu à Jussieu qu'on avait des problèmes de gestion de salles, et donc était en train de mûrir l'idée qu'il fallait qu'on regroupe les salles d'enseignement. On avait même imaginé à une époque à Jussieu de faire qu'une barre d'enseignement, de vider les UFR, de bouger les UFR, pour mutualiser les salles, les mettre en service central. Je dis à Pierre, mais tu crois pas qu'on pourrait faire, regarde, c'est un bâtiment extraordinaire, on pourrait faire toutes les salles de TD et les amphis de l'université. Il me dit, ah oui, c'est pas une mauvaise idée et tout. Donc on défend auprès de Mme Cornille l'idée qu'on pourrait avoir un projet sur ce bâtiment. Il dit, bon, ça va être plus difficile, mes ingénieurs seront pas très favorables, mais c'est à étudier. Voilà. Et je sais pas, on devait être le 4, 5 ou 7 juillet 95. Et là, le projet commence à mûrir dans nos têtes. Madame Cornille me dit, écoutez, dès que Porzampar est désigné, vous le rencontrez et vous vous mettez au travail. Ça sera à peu près au mois de novembre de l'année. Je rencontre effectivement Christian de Porzampar et on commence à travailler sur le projet Paris-Rive-Gauche. Et on élaborera, sur la base des documents que nous avions déjà préétablis, un premier schéma directeur de l'aménagement de l'université sur la ZAC. Ce qui était très intéressant, c'est que tout de suite, l'université à qui j'ai présenté le projet s'est montrée intéressée. Voilà. Donc ça, ils étaient importants comme nouveaux acteurs. On aurait pu penser qu'ils réclamaient un tiers du site et puis ils disaient là, on va faire notre... Non, ils ont été intéressés de rentrer dans ce qui était un quartier d'îlots ouverts, un quartier de Paris relié au 13e et avec une manière de faire les rues et les îlots qui était différente. Alors cette manière, elle part de cette idée qu'il fallait considérer que l'axiome du mouvement moderne de l'urbanisme, l'axiome de Le Corbusier selon lequel la rue était une forme dépassée, qu'il fallait tuer. Le Corbusier a dit « mort de la rue ». Après la guerre, c'est devenu un peu la doctrine universelle qu'on ne faisait plus des rues, et les grandes cités que nous connaissons dans les périphéries sont un peu héritières de cette idée qui nous a fait des grandes métropoles où beaucoup de territoires sont mal reliés, mal irrigués, où il n'y a pas la simplicité des adresses. Alors je dis, la rue est une forme assez universelle, qui a une grande histoire, mais qui a un grand futur, parce qu'elle a cette force d'être une définition spatiale très simple, d'un espace commun, qui fait tout, qui fait l'irrigation, qui fait les réseaux, qui fait le transport pour aller quelque part, mais qui permet aussi physiquement de comprendre les lieux, de savoir où se trouvent les choses. Donc maintenant on dira que c'est un complément au GPS ou même un complément au moteur de recherche d'Internet. On a besoin de vivre l'espace des villes avec notre corps, c'est-à-dire de
de savoir si ça fait 500 mètres ou 1 kilomètre, de ressentir où sont les choses. Ce qui est souvent difficile dans des quartiers nouveaux. Comment j'ai pensé à cette idée de rue? J'en ai toujours fait, et ce qui m'est assez vite venu, c'est qu'il fallait l'ouvrir, qu'effectivement, sur un autre point, Le Corbusier avait souvent raison, que la rue qu'il appelait corridor, il voulait supprimer la rue parce qu'il la trouvait non hygiénique, ça manquait de lumière, d'air, et c'était un corridor. En plus, à son époque, elles étaient dans Paris, très sales et noires. Il y voyait il voyait une mesure d'hygiène dans l'idée de ne pas faire de rue, que l'oxygène, que l'air passe partout. C'est vrai qu'il m'est apparu essentiel de travailler sur l'îlot. L'îlot n'existait plus. Dans l'urbanisme moderne, vous n'avez pas de rue, vous avez des grandes zones, et vous faites ce qu'on appelle un plan masse, c'est-à-dire vous définissez où vont être les bars et les tours. On définit la ville d'abord par ses objets. Ces objets comme des produits qui viennent d'usine, on pose des objets. Au contraire, la démarche de la rue, c'est qu'un espace public, un vide et non pas un plein, préexiste, qu'il va permettre de diversifier, d'organiser le commerce foncier. Il y a des parcelles, plus ou moins grandes. Beaucoup de gens voudraient habiter rue de Seine, mais elle ne fait que 9 mètres de large, et si je la construis aujourd'hui telle qu'elle, on me dira, il est fou. Il nous a mis des vis-à-vis. Voilà. Donc la question des vis-à-vis, c'est une chose qui fait qu'on n'a pas de rue parce qu'on ne veut pas de vis-à-vis. Non, il faut réinventer les échappées qui font qu'on n'a pas trop de vis-à-vis, mais en faisant des rues. D'où l'îlot ouvert, qui est un îlot dans lequel un certain nombre de bâtiments différents peuvent s'installer. Il respecte la forme de la rue en étant au bord, ce que les Américains appellent le street wall à New York, la limite de la rue, mais ils ménagent entre eux des écarts, des espaces qui font entrer la lumière, qui font que de l'extérieur on peut voir les arbres qui sont dans la cour, qu'on a l'air qui passe, et que les immeubles ont des façades secondaires qui permettent d'éclairer quelquefois des chambres, quelquefois des salles de bain ou des cuisines. Il a aussi cette capacité d'intégrer des propositions programmatiques, techniques et esthétiques différentes. Et donc sur un même îlot, vous pouvez trouver 2 bâtiments différents. Comment en tirer une harmonie? Eh bien, j'invoquais l'idée que la diversité, au fond, comme dans une nature morte, j'ai pris cette image, vous pouvez avoir dans une nature morte, c'est réuni par le peintre, le cendrier, le journal, la coupe de fruits, la bouteille, la nappe, et ça fait, parce que le peintre a trouvé dans cet assemblage quelque chose, ça donne une unité au tableau. Dans la ville, nous avons souvent cette cacophonie que les gens ne comprennent pas. Même si ce sont 2 choses, 3 choses qui sont pas mal, et ça peut faire une cacophonie, quelquefois au contraire on se dit tiens c'est pas mal, c'est le fruit du hasard. Moi je suis très attaché à l'esthétique du hasard. C'est la nature quelque part, il y a des règles secrètes qu'on ignore. Le cheminement du commerce foncier, le génie des hommes. Ici il y a eu quelqu'un qui a fait des choses formidables, à côté c'est moins bien, mais au fond c'est mieux de voir 6, 7 choses comme ça assemblées qu'une seule. C'est ce côté pluriel qui est la vie des hommes ensemble. C'est ça la ville. Et donc, je disais, sur la rue vont se retrouver des couleurs, des matériaux différents, mais ils vont s'enchaîner. Et cette chose-là, c'est presque une qualité picturale qui va naître de l'enchaînement. Et je ne crois pas tout à fait au hasard complet. Donc en travaillant, j'ai réuni ici, dans la cour, on a fait des maquettes. Les architectes, autour d'un carrefour et sur une rue, ils étaient 7-8 sur un site où chacun amenait sa maquette, puis on voyait ce qu'il y allait. Et s'il y avait une proposition avec du rouge et de la brique, et l'autre c'était du béton teinté en rouge, on voyait que, je disais, on va les comparer, on va voir comment ça fait. Parce que peut-être il y a un écho intéressant, et ici il est très blanc, mais le noir qui est à côté va faire contraste. Et on a joué comme des peintres aussi, ou comme des sculpteurs. Beaucoup d'architectes ont repris cette idée que la rue est importante, que l'îlot est important, que ce ne sera pas un îlot fermé. Mais dites-vous qu'en 1983, j'avais des critiques de mes confrères, parce que j'ai fait beaucoup de concours pour des îlots dans Paris, et toujours je faisais l'îlot ouvert, j'étais critiqué, parce que la doctrine de l'époque, c'est qu'il ne faut plus faire l'urbanisme moderne, mais revenir à la ville classique, et donc fermer les îlots. Alors on me disait,
ouvrir un îlot est une faute. Vous voyez, eh bien, je disais non, au contraire, c'est notre option pour le futur, pour savoir retrouver une ville qui soit adaptée à nos besoins d'aujourd'hui, qui sont évidemment pas tout à fait les mêmes que ceux d'il y a 150 ans. Alors, pendant toute cette période, je lâchais plus Jean-Pierre, c'est-à-dire qu'on passait au moins 1 heure par jour ensemble à discuter de ce projet, et je testais mes idées, on réfléchissait. Bon, lui, il avait une très profonde préoccupation de l'organisation scientifique de l'université, et donc il m'exposait les contraintes que lui voyait entre les relations entre les UFR, les labos, le besoin d'améliorer les relations interdisciplinaires et choses comme ça. Et donc on essayait en même temps, on jouait au taquin, je lui faisais des propositions, et comme ça on essayait d'imaginer comment pourrait se structurer l'université sur ce quartier. Mis bout à bout, le problème de l'amiante qui surgit à ce moment-là, le problème du déficit en locaux de Paris 7, ce problème, d'une certaine façon, du renouvellement du projet de Paris 7, par l'intermédiaire du renouvellement des générations, amène une réflexion globale sur l'évolution de Paris 7. Déménager, ça n'a aucun intérêt en soi. Déménager, c'est des coûts pour l'université parce qu'il y a de la casse, etc. Donc, si vous vouliez que c'est un sens, il fallait essayer de donner un sens au projet. Et donc, c'est cette histoire. C'est pour ça qu'on a toujours utilisé le mot de refondation de l'université, c'est-à-dire lui redonner un élan, redonner une certaine vigueur à cette pluridisciplinarité qui était en projet initial de l'université, mais qui était en train de s'étioler. Façon. Donc, pour que les gens adhèrent à ce type d'action, il faut leur donner des envies. Et je crois que l'idée de la refondation était quand même l'idée fondamentale derrière ça, et c'est ça qui a fait que le projet a finalement fonctionné. C'est pas, on aurait voulu déménager pour déménager, je pense que ça ne se serait pas fait. Mais alors, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que les gens de l'immobilier ne nous ont pas laissés tranquilles. Et ils sont revenus à l'attaque, parce que nous, on était partis, je dirais, très volontaires, voir la CEMAPA. Mais ils sont revenus et ils nous ont dit, mais on a un bâtiment à vous proposer. Et il y avait en particulier la crise du Crédit Lyonnais à l'époque, avec un énorme paquebot dans le 12e arrondissement, Bercy Expo. Grosso modo, quasiment en face des Grands Moulins, de l'autre côté de la Seine. C'est un bâtiment qui était vide, et qui appartenait au consortium de défense du Crédit Lyonnais et qui était a priori disponible. Bâtiment commercial chic des années 90, quoi, complètement à l'antithèse de ce qu'on pouvait imaginer pour une université. Un énorme hall, des ascenseurs panoramiques qui fonctionnent comme des fusées, là, tout un... on regarde ça et on était gentil avec eux, quoi. Et on va voir. Donc il y avait ce très très grand bâtiment, il y avait les chais qui étaient à côté, qui étaient aménageables, et donc ça faisait un ensemble qui avait une surface suffisante pour qu'on puisse effectivement envisager d'y déplacer l'université. Et François Montaras à l'époque avait travaillé sur les plans du bâtiment en question pour essayer de proposer des réaménagements possibles en créant des amphis, etc. À la fin de l'année 95, donc on était sur le projet Bercy Expo, sur le projet Paris-Rive Gauche, et nous avions rencontré avec Pierre le cabinet du nouveau maire de Paris, qui était M. Tibéri. Et nous leur avions expliqué notre projet, et nous avions eu un retour de cette visite quelques jours plus tard, qui... nous avait un peu déçus, puisque il nous avait été dit que le maire de Paris, qui était aussi le maire du 5e arrondissement, voyait d'un très mauvais œil qu'une université puisse quitter cet arrondissement. Sachant quand même qu'à l'époque, la ville de Paris ne mettait pas un centime dans ses universités. Nous n'avions pas pressenti qu'il pouvait y avoir une très forte tension entre le maire du 5e et le maire du 13e. Ça, on ne l'avait pas vu, faute politique de notre part. Et on commençait avec Pierre à s'affoler sur l'idée que la ville de Paris puisse être un obstacle à notre projet de déménagement.
Moi, j'avais été invité au vœu du maire de la ville que j'habite, à Sèvres, qui n'est pas très loin d'ici les Moulineaux. Et comme souvent en ces occasions, les maires des communes invitent tous les maires des communes voisines. Et il y avait M. Santini qui était présent à cette réunion. Et je croise M. Santini, je lui dis « Monsieur le ministre, vous venez de faire évoluer votre ville de manière magnifique, mais il vous manque un équipement. » Il me regarde et il me demande lequel. Mais je lui dis université. Il me dit qu'est-ce que vous me racontez là? Et là, en quelques mots, je lui dis écoutez, je travaille pour une université qui habite sur le campus de Jussieu, il y a le problème de l'amiante, je fais un projet de déménagement de cette université, est-ce que vous êtes prêts à nous accueillir? Il me dit dans mon bureau demain matin. Donc j'appelle Pierre au téléphone et je lui dis on a rendez-vous chez Santini demain matin à 8h30. Donc, comme Pierre habitait à Viroflay, moi j'habitais à Sèvres, donc on se retrouve et on va chez Santini et on lui expose notre affaire et Santini, écoutez, je vous mets quelques moyens, on fait un projet. Et en 3 semaines, on avait fait la maquette du projet d'implantation de Paris 7, parce qu'à l'époque c'était encore Paris 7, sur Issy-Moulineaux, dans le même esprit qu'on essayait de faire sur Paris-Rive-Gauche, peut-être un peu plus compact que le projet qu'on imaginait sur la zone Port-Zampar. Et Santini ne se prive pas d'aller présenter ce projet à son ami Bérou. Par ailleurs, nous, avec Pierre, évidemment, on en parle à Jean-Pierre, qui nous dit « Mais attendez, là, vous êtes complètement fous. Vous voulez nous faire quitter le quartier latin, Jussieu, et maintenant vous nous emmenez en dehors de Paris. » Il dit « Moi, j'y crois pas. Laissez tomber, on va se planter. » On lui dit « Mais c'est le meilleur projet, t'imagines pas, tous les moyens qu'on aurait à Issy-les-Moulineaux, Santini nous met un paquet, il va nous filer les terrains et tout. » Jean-Pierre était très réservé. Je pense qu'il avait raison. On avait 10 ans d'avance. Au départ, quand on a créé le comité anti-amiante, on pensait que c'était un problème qu'on pouvait résoudre relativement vite. Non pas qu'on aurait désamianté Jussieu rapidement, mais que une fois la décision prise, les choses se mettraient en œuvre. Or, c'est pas du tout ce qui s'est passé, et en fait, c'est un combat quotidien. Il faut se battre tous les jours pour essayer de faire avancer ce chantier, d'obtenir les locaux provisoires nécessaires pour reloger les activités, d'essayer pendant ce temps-là de maintenir les conditions de sécurité sur le campus. L'amiante, c'est ce qui s'est passé. Le gouvernement a fait faire un rapport, ce rapport a été déposé, instantanément il a été rendu public, et des décisions ont été immédiatement prises. Naturellement, on ne va pas continuer à enseigner à Jussieu. Il va y avoir le temps du déménagement, naturellement, mais avant la fin de l'année, il n'y aura plus d'étudiants à Jussieu. C'était peut-être politiquement utile de dire quelque chose comme ça, mais c'était en tout cas absolument impossible à réaliser. Vous imaginez 40 000 étudiants dans la rue, les laboratoires correspondants, puisque Jussieu, c'était quand même le plus gros complexe scientifique en Europe. Vous les fermez du jour au lendemain pour 2 ou 3 ans. C'est insensé. Enlever toute l'amiante du campus de Jussieu, nous nous fixons comme objectif la rentrée 1999. Comme vous le savez, c'est le plus grand chantier amianté d'Europe et 3 années, c'est un rythme extrêmement rapide pour arriver au bout. Et donc on a été amené, le président de Paris 6, le président de l'IPGP et moi-même, à signer ce protocole d'accord, tout en sachant pertinemment qu'il n'était pas réalisable. Voilà. Les locaux temporaires qu'on nous prévoyait étaient situés à Gentilly, côté de la cité universitaire, mais sur un terrain vierge qui était au milieu d'une cité, qui donc servait de terrain de jeu à cette cité. Terrain situé au-dessus de 2 couches de galeries souterraines. Donc dans un contexte où on imagine très facilement qu'on puisse installer des matériels précieux. Voilà. Donc c'était une solution qui était inepte et qui ne s'est jamais concrétisée. Voilà. Donc il a fallu repenser la question des locaux tampons, il a fallu essayer de réfléchir un peu à la situation et ce que ça impliquait pour les 2 universités. Et l'Institut Tizi Glop qu'il ne faut pas oublier dans cette affaire. Donc j'accompagne Jean-Pierre et
on arrive chez la ministre, donc elle nous accueille à déjeuner, et la première chose qu'elle dit quand on arrive, écoutez, vous avez un très beau projet, mais vous savez que traditionnellement, la rive droite, c'est le quartier des affaires, et que la rive gauche est plus classiquement réservée aux universités. Donc le projet sur Bercy Expo, vous voyez qu'on ne peut pas le faire. Par contre, avec Jacques Toubon, nous avons décidé de vous soutenir pour l'installation de l'université Paris 7 sur la ZAC Paris-Gauche. Dès le lendemain du déjeuner avec Anne-Marie Coudert, je rencontre Madame Cornille qui me propose une liste d'architectes pour engager une étude de faisabilité sur une première tranche de l'installation de l'université Paris 7 sur la ZAC Paris-Gauche. J'annonce à ce moment-là à Madame Payet-Katz qu'on va lancer un projet de construction de bibliothèque dans les Grands Moulins. On s'était mis d'accord avec Jean-Pierre. Donc là, elle est assez stupéfaite que ce projet reparte, complètement enthousiaste. Et on reprend tout le travail de fond et de programmation qui avait été fait sur Jussieu, qu'on adapte pour les Grands Moulins avec Jauderie. Et tout ce travail donnera lieu à la présentation, fin octobre 1996, d'une grande maquette réalisée par la CEMAPA, mais à partir du programme de Christian Porzampar, et de notre programme de réhabilitation des Grands Moulins et de la Halle-aux-Farines. Et on voit dès le mois d'octobre 1996 le vrai schéma d'implantation de l'université Paris 7 sur la ZAC Paris-Gauche. Alors ce qui est absolument extraordinaire, c'est que quand on regarde le plan réalisé aujourd'hui, il y a extrêmement peu de changements. On a commencé à en discuter publiquement. Alors la première réaction a été évidemment un rejet. Vous vous désintéressez du problème de l'amiante, vous voulez, enfin, etc., etc. Petit à petit, on a organisé des discussions. Quand on a commencé à élaborer des projets, on a organisé les amphis, on a publié des textes, on a discuté dans les conseils, on est allé dans les UFR. J'ai fait faire une campagne d'explication, de recueil des avis au niveau de toutes les UFR. Toute une concertation qui s'est construite, qui a été longue, qui a été difficile. Il y a eu des réactions pour le moins violentes. J'ai été quand même traité de tous les oiseaux. J'ai entendu des choses qui ont frémi. Hein. Je veux dire, on préparait la grecque dans je ne sais plus quelle discipline, avec des gens qui vous disaient « mais on n'aura plus un étudiant pour préparer la grecque. Personne ne va quitter le 6e arrondissement ou le 5e arrondissement. » Voilà. Bon, c'est la vie. Pendant ce temps-là, les projets avançaient, on en discutait à différents niveaux. Savoir ce qui était possible. Il n'y avait pas de décision qui était prise, mais savoir ce qui était possible. Cette zone de Paris-Rive-Gauche autour des Grands Moulins, ça avait l'avantage d'ancrer l'université à la fois dans le passé, au travers du bâtiment des Grands Moulins, qui est quand même une belle architecture, et dans le futur, puisque c'est un quartier neuf où tout était à créer. Et l'idée qu'on avait à ce niveau-là, c'était effectivement de créer une université dans la ville. Ça fait plaisir de se dire qu'on n'est pas obligé de mettre les universités au loin, dans les champs de betteraves, comme à une époque on a fait. Et je fais écho au président de l'université qui, en 1996, me disait « Écoutez, moi je serais très content, parce que votre quartier est conçu de telle sorte, avec une telle liberté sur la façon de moduler, de s'installer dans les îlots, que nous pourrions faire à nouveau une sorte de quartier latin. » Ajoutant, Jussieu est dans le quartier latin, mais ne fait pas quartier latin, parce que c'est une enclave, si vous voulez. Donc dans l'idée de quartier latin, il avait plutôt l'idée de ce qui est autour de la Sorbonne, il y a une série d'institutions. Au niveau de l'université, les discussions qu'on a menées ont conduit à une décision favorable du conseil d'administration de l'université au projet, non pas de transplantation, non pas de déménagement, mais de refondation de l'université. C'est-à-dire à la fois un projet architectural et en même temps élaborer un projet scientifique qui redonne vie et élan à la pluridisciplinarité de l'université. Il y a un certain nombre de composants qui ont joué le jeu complètement, et en particulier l'UFR de physique, qui s'est effectivement complètement refondé en
recréant, à partir d'éléments intérieurs et à partir d'éléments extérieurs, 3 nouveaux laboratoires, qui sont des laboratoires généralistes au sens où ils regroupent à la fois des expérimentateurs, des théoriciens, des gens qui sont plutôt proches de la physique appliquée ou au contraire de la physique fondamentale, parce qu'on sait bien que toute innovation efficace, économiquement utile au bout du compte, est le fruit de recherches qui sont menées dans des labos fondamentaux, ou au moins qui contiennent une forte composante fondamentale. Un labo de physique appliquée, tout seul, comme ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Je veux dire, voilà. Donc, certaines UFR ont effectivement complètement joué le jeu d'un nouveau projet. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait joué le jeu, je ne suis pas sûr, oui, je suis même convaincu que nous n'avons pas complètement réussi ce projet pluridisciplinaire qu'on aurait souhaité. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que c'est qu'un projet pluridisciplinaire? Il faut qu'il y ait des hommes pour le porter, donc il faut qu'il y ait des envies. Et une fois qu'on a des envies, il faut qu'il y ait des hommes, effectivement. Et donc, ce n'est pas évident, je veux dire, là encore, dans les situations contraintes, envisager de déménager avec des gens qui sont dispersés pendant un certain temps dans différents locaux, les mathématiciens chevaleraient, les gens de sciences sociales et de géographie, histoire et sciences de la société dans le 13e arrondissement. Bon, c'est difficile de construire un projet solide avec des gens qui sont dispersés. Donc ça a été très très long d'arriver à convaincre les collègues. Alors, convaincre l'État que c'était un projet réalisable, je dis que ça n'a aussi pas été une partie simple. Il a fallu des heures de discussion, des interlocuteurs à tous les niveaux, parce que souvent, ce n'est pas la personne responsable qu'il faut voir, c'est des échelons intermédiaires, des gens qui vont s'intéresser et qui vont être capables de s'emparer du projet et de le porter, et après de convaincre les autorités supérieures. Donc il faut taper à tous les échelons. Voilà. C'est un peu l'art des choses. Bon, François Montaras a beaucoup travaillé, il y a eu beaucoup de relations à différents niveaux, et je crois qu'il a largement contribué à convaincre un certain nombre de politiques. Voilà. Les choses se sont faites comme ça. Ce qui est étonnant, c'est que bon, c'est arrivé un peu comme en surprise, mais il y a eu des élections législatives au début de l'année 97, et là est apparu un changement de majorité. Qui dit changement de majorité dit changement de gouvernement, dit changement de gouvernement, changement de ministre, nouveau point de vue. Monsieur Allègre devient ministre de l'enseignement supérieur et annonce le lancement d'un grand projet U3M. On est quelque peu déstabilisé par cette annonce qui dit vouloir mettre à plat tous les projets immobiliers parisiens, la réorganisation des universités. Et nous sommes très inquiets de la manière dont pourrait être intégré notre projet dans cet ensemble, sachant que M. Allègre avait sur le campus de Jussieu et sur l'Amiante une position très personnelle. Cette situation fera que notre projet de déménagement, qui aurait pu s'engager extrêmement rapidement, va traîner, il traînera 2-3 ans, et jusqu'à ce que ce projet fasse partie du CPER 2000-2006. Et donc il y a eu 4 concours. Il n'y a eu ça que lorsque Jacques Lang a été ministre. Il faut le dire que les 2 ministres précédents ont dit on va le faire, mais ne faisaient rien. On a eu quand même une espèce de lenteur de l'État à se mettre en route. C'était dommage parce qu'il y avait une crise économique et qu'entre 1995 et 2000, il ne s'est pas fait quelque chose parce qu'avec cette crise, ça n'avançait pas. Je suis parti en fin février, début mars 1997 et c'est Michel Delamarre qui a eu à gérer les décisions suivantes, c'est-à-dire effectivement la décision formellement prise par les ministères d'accepter ce déménagement et ensuite toutes les discussions multipartites pour aboutir à la réalisation. Parce que la ville de Paris a quand même joué un rôle considérable au niveau de la réalisation, en particulier en mettant à disposition les terrains qui lui appartenaient.
le changement politique à la tête de la mairie de Paris a aussi aidé, je pense. Voilà. Mais bon, sinon, non, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites pendant cette période. Ça a été difficile, mais intéressant. Refondation, c'est pas seulement translation d'un site à l'autre. Il y avait des choses importantes à essayer d'améliorer. Par exemple, les locaux du secteur lettres, sciences humaines, langues, sciences sociales qui étaient absolument indigents à Jussieu. Je cite toujours l'exemple de la bibliothèque de Coréen, une bibliothèque magnifique qui était dans un sous-sol épouvantable. Bon, je revois encore les couloirs de l'UFR de lettres et cinéma encombrés d'étudiants ou ceux de l'UFR de géographie-histoire. Donc il fallait des nouveaux locaux et une nouvelle existence en quelque sorte. Et j'ai fini par penser qu'il y avait un problème d'identité de l'université ou de certains secteurs de l'université à refonder ou à mettre en avant en tout cas. Le travail de ce comité de pilotage permettait de faire réfléchir la communauté universitaire qui se retrouvait autour de l'esprit fondateur de cette université de 69. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que, par exemple, André Revuse, qui était à la retraite, professeur de mathématiques de cette université, qui a participé à la fondation de cette université, venait régulièrement nous voir et nous discutions avec lui de ce projet. Il était enthousiaste, il semblait retrouver toute sa jeunesse, c'était assez extraordinaire. Et ce travail, en même temps, permettait aussi de définir les besoins de ce projet. C'est une étape qui a été relativement longue et pas facile parce qu'il n'y avait pas, je dirais, du côté des autorités, un grand enthousiasme sur ce projet qui forcément devait coûter un peu cher. Et puis en Ile-de-France, il y a 17 universités qui avaient aussi des problèmes sérieux en ce qui concerne leurs bâtiments ou la sécurité de leurs bâtiments. J'ai moi-même, d'ailleurs, quand Claude Allègre est devenu ministre, j'ai moi-même été à l'époque président de l'association des présidents d'Île-de-France et nous avons produit un document à 17 universités. Ça n'a pas été très facile, mais bon, on l'a fait, qui mettait en avant justement tous ces besoins assez critiques pour pas mal d'universités en ce qui concerne les bâtiments, la sécurité ou la maintenance des bâtiments. Ce projet sera mis en œuvre dès 2000 à travers le lancement d'un concours d'architecture sur la base des programmes et des principes définis à l'intérieur de l'université, à savoir un architecte par bâtiment et en reprenant exactement les programmes qui avaient été définis. Moi j'ai vécu le début de la conception architecturale, c'est-à-dire les 4 premiers bâtiments. Bon, évidemment, François Montaras a joué un très grand rôle là sur le plan architectural, en discutant autant que possible avec les architectes. Pas toujours très facile, ça dépend. Moi, je voudrais rendre hommage par exemple à Rudy Ricciotti, qui a été l'architecte des Grands Moulins, qui a fait un travail magnifique et qui est un architecte de grand renom, mais avec qui on peut aussi parler et expliquer comment est notre vision, qui n'est pas toujours exactement la même que celle d'un architecte. Et puis le bâtiment de physique, alors, la décision de déménager les physiciens, c'était lié aussi au plan de désamiantage de Jussieu, puisque le secteur des physiciens devait rapidement être libéré. Donc on a pris cette décision de s'intéresser à la physique en premier lieu par rapport à d'autres disciplines, aux sciences du vivant aussi, parce que pour nous il était critique et stratégique de faire venir l'Institut Jacques Monod ici, qui est une unité entre l'université Pierre-Marie Curie et nous. Voilà, donc ça correspond à 4 bâtiments. J'ai participé au concours d'architecture avec François Montaras aussi. Et puis, ça a été la fin de mon mandat. Donc ensuite, les équipes suivantes se sont préoccupées de la suite de l'installation et de la construction et de la conception avant tout des bâtiments. Une infrastructure verticale au fond du bâtiment qui a déjà été délocalisée. Ça, c'est... Alors les petits silos métalliques, bien sûr, il faudra les démonter a priori. Sauf si... Aujourd'hui,
commence la seconde vie de notre établissement. Le début des travaux de réhabilitation et de construction des bâtiments de notre université, longtemps étant attendu, représente un immense espoir pour notre communauté. Espoir de quitter enfin Jussieu, livré aujourd'hui au bruit et à la poussière d'un énorme chantier. Espoir de mettre un terme aux déménagements incessants rendus nécessaires par l'extension des opérations de rénovation du campus. Espoir d'en finir enfin avec le danger de l'amiante qui n'a fait que trop de victimes et constitue une menace permanente tant que les bâtiments n'auront pas été totalement traités et remis à neuf. Espoir enfin de pouvoir disposer de locaux adaptés aux activités de nos laboratoires et de nos équipes de recherche et d'offrir aux chercheurs et aux étudiants une bibliothèque universitaire digne de ce nom, ainsi que des salles de cours. Les 4 bâtiments qui verront bientôt le jour ne sont cependant qu'une étape. Il est nécessaire que l'ensemble de la première tranche de travaux soit achevé pour que l'université Paris 7 de Diderot sorte complètement de Jussieu, permettant ainsi la poursuite de la rénovation du campus, et que la deuxième tranche qui parachèvera le déménagement soit inscrite dans le prochain contrat de plan État-région. Cette deuxième tranche, qui mettra enfin un terme aux coûteuses locations des bâtiments temporaires, pourra seule assurer la cohérence du projet d'ensemble. Nous volons de loin et il a fallu que tout le monde s'y mette. Il a fallu que tout le monde s'y mette, des ministres, François Fillon, mais avant, Jack Lang, Claude Allègre, des maires, Jean Tibéry, moi-même, et vous, la communauté universitaire de Paris. Vous êtes une des richesses de cette ville et j'ai le souvenir de séances de travail que vous m'avez suggérées, pas imposées, bien avant que je sois maire, pour être sûr que ce moment, là aujourd'hui, et peut-être plus encore celui de 2006, arrive. Car Paris a l'immense privilège d'avoir un potentiel d'intelligence, de recherche, de créativité économique, de force même éventuelle dans la compétition internationale. Et c'est vrai, disons-le, que ce potentiel n'a pas été assez bien défendu par moments. La situation de l'université parisienne avait besoin de cette convergence des volontés, des décisions et des actes dont la journée d'aujourd'hui n'est qu'un des éléments. Oui, la naissance de Paris 7, ici à Paris-Rive-Gauche, est un événement, mais qui doit être aussi un événement qui entraîne. Messieurs, cette première pierre est pour moi un symbole à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle concrétise le partenariat entre l'État et les collectivités territoriales pour la modernisation de l'enseignement supérieur. C'est la première université construite à Paris depuis plus de 40 ans. Et c'est aujourd'hui le plus grand chantier universitaire de France. L'investissement sera principalement pris en charge par l'État, qui assumera par ailleurs l'essentiel des coûts de location, permettant ainsi à l'université de continuer à fonctionner pendant la durée des travaux, même si, Monsieur le Président, ce n'est pas toujours dans des conditions optimales. Symbole ensuite parce que nous portons sur les fonds baptismaux un nouveau quartier universitaire dans l'Est parisien, avec l'implantation demain des Langues-Eaux, de la bibliothèque universitaire des langues et civilisations et de l'école d'architecture. Ce quartier s'inscrit dans le continuum universitaire du quartier latin et du campus de Jussieu rénové.
Particulièrement heureux et honoré, Monsieur le Premier ministre, que vous ayez accepté d'inaugurer ces superbes locaux. Dès le début de ce projet, l'Université Paris Diderot a souhaité profiter de l'occasion exceptionnelle que constitue un déménagement pour lancer 35 ans après sa naissance une véritable refondation de l'établissement. Outre la création d'une bibliothèque digne d'une grande université, nous n'avons pas voulu nous contenter d'une translation à l'identique et nous avons souhaité préparer une véritable mutation. Il s'agissait de tracer un chemin vers la modernité pour adapter l'université aux réalités du XXIe siècle, le défi consistant à réussir un triple changement, une refondation scientifique, une rénovation pédagogique et une restructuration administrative. Un nouveau quartier latin est en effet en train de naître à Paris et cet événement est historique. Pour 20 000 étudiants, plus de 1000 enseignants, chercheurs et personnel administratif qui vont pouvoir étudier et travailler dans de bien meilleures conditions, dans des bâtiments à fort tempérament. Alors c'est beau, les architectes ont fait un travail formidable et je sais déjà la vie qui va pouvoir se déployer dans ce lieu. Ce quartier est beau et il sera de plus en plus beau et c'est vrai que le tramway prolongé aura des stations ici. Je me réjouis d'inaugurer aujourd'hui le nouveau campus de l'Université Paris Diderot. D'abord parce que c'est l'aboutissement d'un projet majeur pour Paris 7, mais surtout parce que cette réussite est à la hauteur de notre ambition pour l'université française. Le moment décisif pour l'obtention de cette deuxième tranche a été, de mon point de vue, la publication
du rapport Espel, ce qu'on appelle le rapport Espel, qui est paru début 2005. Et c'est un rapport qui avait été demandé par le gouvernement de l'époque à l'inspection des finances et à 2 autres corps de contrôle sur les aspects, disons, financiers du désamiantage de Jussieu et des projets des universités Paris 6, Paris 7 et de l'Institut de physique du Globe. Et en parallèle à cette mission Espel, donc qui travaillait sur l'aspect financier, il y avait la mission Pantaloni qui, elle, travaillait sur les aspects scientifiques, qui sont parus à peu près au même moment. Le rapport de cette commission présidée par Mme Véronique Espel a été décisif dans le lancement de la deuxième tranche, même si elle ne s'est pas lancée immédiatement après la production du rapport Espel, parce que ce rapport disait en particulier, concernant les demandes de l'université sur le site, qu'elles ne lui paraissaient pas excessives. Et quand une inspectrice des finances dit que les demandes d'une université ne sont pas excessives, on peut penser que c'est que vraiment elles ne le sont pas et qu'on avait calculé au plus juste. Et elle a été convaincue par ça, donc Mme Espel, alors qu'au départ, quand elle est arrivée pour discuter des projets de Paris 7, elle ne l'était absolument pas. Et dans cet effort, disons, de conviction qui a été mené par l'université, il y a eu une personne qui a joué un rôle absolument essentiel et que je tiens à nommer, c'est Mme Joëlle Pichot, qui est une mathématicienne qui a été associée au projet de l'université depuis l'époque de Jean-Pierre Denonder et qui, j'en suis convaincu, est la personne qui a contribué le plus à faire en sorte que le rapport Espel nous soit favorable. Et à partir du moment où ce rapport Espel est paru, eh bien l'idée qu'il y aurait une seconde tranche pour Paris Diderot, pour monter de 100 000 mètres carrés à 150 000, disons en gros, ou même un peu au-delà, cette idée, elle était inscrite un peu dans la tête de tout le monde, même si les financements n'étaient pas là. Donc il a fallu encore du temps par la suite pour que ces financements arrivent, et ils sont arrivés sous une forme à laquelle on ne s'attendait pas. La première tranche de l'université avait été construite sous maîtrise d'œuvre publique, donc l'État finançant directement sur le budget U3M la construction des bâtiments. Et le rapport Espel recommandait qu'il en soit de même pour la deuxième tranche. Mais c'est là que la décision politique a été différente. La décision politique prise par le Premier ministre de l'époque, qui était Dominique de Villepin. Alors bien sûr, l'aventure de Paris Diderot n'est pas terminée. Je suis heureux d'annoncer le lancement de la deuxième tranche de travaux qui couvrira 48 000 mètres carrés. Elle permettra d'accueillir l'ensemble des équipes de l'université. Je souhaite que cette opération emblématique soit réalisée avec un mode de financement moderne associant le public et le privé. Il ouvrira la voie à d'autres opérations de rénovation. Nous n'avions pas le choix. C'était ça ou rien. Mon action, en fait, s'est inscrite ensuite dans cette perspective de réalisation de la deuxième tranche à l'aide d'un partenariat public-privé. Et ça a été compliqué puisque nous n'avions pas beaucoup d'expérience dans ce domaine. C'était le premier PPP, donc partenariat public-privé universitaire. Il y en a eu ensuite avec les initiatives d'excellence et le grand emprunt, mais ça ne s'était jamais fait. C'était le moyen de construire à l'époque, qui avait été choisi par Valérie Pécresse, un moyen qui avait d'ailleurs suscité beaucoup de polémiques, parce que c'est une façon pour l'État d'acheter, de construire des bâtiments alors qu'il n'a pas d'argent, c'est-à-dire en empruntant sur 30 ans, donc en hypothéquant les marges de manœuvre de l'État plus tard. Et le problème qui était posé, le problème politique qui était posé à l'époque, c'était le fait que les dettes contractées à l'occasion des partenariats publics-privés n'étaient pas reconnues dans la dette de l'État par l'Europe. Et donc c'était au fond une façon de s'endetter sans que ça se voie. Donc c'était très critiquable sur le plan politique. Maintenant, nous, on n'avait pas eu le choix. Et donc le CA, en 2006, hein, c'était il y a déjà un certain temps, le CA avait décidé d'engager la construction de cette deuxième tranche. Alors, François Montarès a été l'architecte global de ce projet. Je crois que c'est lui qui a eu l'idée. C'est lui qui a eu l'idée, connaissant cette zone, le fait qu'elle allait être réaménagée.
qui a pensé que on pouvait rebâtir une université là, qu'il pouvait y avoir des projets architecturaux intéressants avec la rénovation de bâtiments anciens qui seraient conservés, les Grands Moulins, la halle aux farines, et puis la possibilité de construire des bâtiments nouveaux et modernes dans un quartier qui lui-même serait planifié au niveau urbanistique, comme ça a été rarement fait. Par contre, il y a d'autres personnes qui ont joué un rôle essentiel sur l'aspect de montage des projets, du point de vue de la logistique, par exemple, du point de vue de l'organisation de la dépense des crédits. Je parlais de Joëlle Pichot et c'est vraiment elle qui a fait ça. C'est elle qui, pendant plusieurs années, a tenu les finances de l'université et qui a vraiment rendu le projet possible du fait de son caractère réaliste et concret. Et Robert Perret, qui est un autre membre qui est resté dans les équipes présidentielles pendant plusieurs mandats, ont contribué, disons, à canaliser un petit peu les idées de François Montaras et à faire qu'elles rentrent dans la réalité. Et on avait aussi des personnes dans l'équipe qui ont joué un rôle important. Hein. Il y avait Luc Boisson, qui a joué un grand rôle pour tout ce qui était le secteur sciences. Hein. Pour toute la régulation du secteur sciences, il était l'intermédiaire, le trait d'union entre la présidence stricto sensu, dont j'étais forcément le symbole, et les équipes scientifiques, qu'ils soient des physiciens, des chimistes, des sciences de la Terre aussi, parce qu'on a des sciences de la Terre qui sont, elles ne sont pas arrivées complètement ici, mais un petit peu, il y a une UFR ici. Il y avait des personnages qui étaient de fort caractère, hein. Il y avait Allègre qui venait de quitter ses fonctions, il avait pris du recul. Et il y avait Vincent Courtillot, qui était aussi un fort personnage, tout à fait un collaborateur d'Allègre qui avait fait ça. Donc tout ça, il y avait des fortes personnalités, mais c'était plutôt agréable, parce que ce sont des personnages qui avaient une bonne dimension, donc c'était quand même plaisant pour le président que j'étais d'avoir des gens de cette qualité à l'intérieur de l'université. Bon, moi j'étais une sorte de coordonnateur, mais c'est eux qui étaient la véritable valeur. Hein. Bon, et j'ai beaucoup pris de plaisir à coordonner. Alors évidemment, toutes ces personnes avaient des idées, on a pu construire les bâtiments et leurs articulations les uns les autres, et les projets scientifiques, car c'était basé sur les projets scientifiques. On a parlé tout à l'heure des projets de la physique avec Luc Valentin qui avait construit, qui avait mis ces 3 laboratoires qu'ils avaient fait à l'avance. Luc Valentin, il avait un métro d'avance, il était toujours en avance sur tout le monde, et il avait maintenant, d'ailleurs c'était bien parce qu'il était leader, il a montré le chemin. Hein. Il a joué un grand rôle dans cette construction, dans ces principes de construction. Et puis les autres ont suivi, tout le monde a fait, on a pu travailler avec eux, définir avec eux les projets, et articuler tout cela. Donc ça c'était aussi, car parallèlement il y avait le travail scientifique. Il y avait plusieurs personnes qui ont travaillé dans le domaine littéraire, qui ont été aussi des arbitres entre les équipes de lettres et qu'on a pu faire. Et les mathématiciens qui étaient toujours un petit peu à part, parce que les mathématiciens c'était des vedettes. Alors ils avaient leur propre délégué. Bon, Luc Boisson y passait parce qu'il était, en tant qu'informaticien, il était pas loin des mathématiciens. Mais bon, il y avait le Aurélie et d'autres personnes qui étaient, et Georges Scandalis, qui ont joué aussi un grand rôle dans cette articulation, donc, pour pouvoir accrocher les mathématiciens sur le projet. Là, ils sont bien accrochés en ce moment. Et je crois que ce grand projet de refondation dans lequel j'arrivais par la fin, d'une certaine façon, puisque je me suis occupé des étapes finales, eh bien, il a toujours été double. Hein. C'est un projet immobilier d'une certaine façon, c'est-à-dire que l'université allait être identifiée par un site dans un quartier en renouvellement complet ou en construction, disons, mais c'est aussi un projet scientifique et pédagogique, c'est-à-dire de réorganisation complète de sa recherche, de ses formations, puisque le déplacement allait nous demander d'un peu d'extraire les racines que nous avions à Jussieu et d'aller les replanter ailleurs d'une autre façon. Paris-Rive Gauche, c'est le résultat de 15 ans de travail de l'université. C'est un projet qui a demandé une énergie considérable de la part de l'ensemble de l'université.
Et pour Paris Diderot, qui est une université pluridisciplinaire, une université généraliste, c'était important de réunir sur un même site, sur un même quartier, de nombreuses disciplines pour que les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les étudiants interagissent ensemble. Et aujourd'hui, on est la seule université parisienne à avoir cette unité sur ce campus et c'est une très très grande chance pour les développements de nos projets. C'est aussi une université dans la ville. Et ça aussi, ça nous est cher. Une université ouverte sur la ville, les bâtiments sont mélangés aux bâtiments d'habitation, aux commerces, aux entreprises. Et ça donne tout son sens à notre projet universitaire. C'est peut-être d'ailleurs le dernier grand campus universitaire qu'on pourra construire intramuros, parce que la construction des campus a suivi la massification du nombre d'étudiants. On avait 200 000 à 300 000 étudiants dans les années 60, on en a 2 600 000 aujourd'hui. Il y a eu une énorme augmentation du nombre d'étudiants. On ne va plus connaître une telle augmentation. Donc on a construit beaucoup de nouveaux campus et avoir réussi à en construire un dans Paris, intramuros, c'est magnifique. C'est magnifique, d'autant plus que le campus est beau, avec ce concept d'avoir des bâtiments qui sont différents, avec des signatures architecturales différentes, mais une cohérence d'ensemble qui est assurée. Hein, c'est le concept de bocage urbain. Et ce campus, si on dit qu'il est beau, c'est parce qu'il est reconnu par les étudiants et par les parents qui viennent comme une réussite. Et il est cité d'ailleurs en exemple dans les revues d'architecture à travers le monde. C'est un campus aussi qui est très bien connecté avec les réseaux de transport. On a la ligne C, la ligne 14, le tramway, la ligne 10 qui va être plus tard étendue, les bus. Donc c'est un campus qui a un atout, qui est un atout énorme pour notre université aujourd'hui. Hein. La deuxième tranche, on a eu 4 bâtiments. Donc un bâtiment à côté de la halle aux farines, la petite tour dont l'allure particulière et le geste architectural a ses détracteurs et puis ses partisans. Et puis le bâtiment qui jouxte le bâtiment Lamarck, qui accueille la scolarité et puis des laboratoires de sciences de la Terre, de sciences du vivant. Le bâtiment de Matinfo avec le gymnase et les salles de sport, très importantes pour la vie étudiante. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des installations sportives peut-être les plus belles de Paris. Et puis le bâtiment de lettres et sciences humaines qui est à côté du bâtiment de chimie. Alors il y a eu des polémiques après sur la construction des bâtiments. C'est dommage parce que ces bâtiments sont réussis. Il y a eu des polémiques en particulier sur la sécurité. Et pourtant, tous les experts pompiers de sécurité incendie qu'on a rencontrés nous ont tous dit que ces bâtiments étaient sûrs. Et on a eu du mal à convaincre parfois les collègues et les étudiants qu'il n'y avait aucun problème. Mais pourtant, tous les experts sécurité qu'on a fait travailler sur le sujet, et Dieu sait s'il y en a eu, nous ont dit qu'il n'y avait pas de sujet de sécurité sur ces bâtiments. De nombreuses composantes sont regroupées sur Paris-Rive-Gauche, sauf la médecine, qui bien sûr est sur la carte des hôpitaux parisiens, mais on peut dire que ça aura pris 15 ans en tout, donc c'est beaucoup de présidents qui ont mené ce projet Paris-Rive-Gauche, et moi je suis arrivé à la fin. Face à une situation complexe qui impliquait l'État, la ville, le recteur, des universitaires, finalement, en 10 ans, on a abouti à la construction d'une nouvelle université. Et je pense qu'au niveau de l'État, réaliser un tel projet en 10 ans, c'est quelque chose qui ressort du miracle. Compte tenu des partenaires qui étaient impliqués et compte tenu des intérêts des uns et des autres dans l'affaire. Je veux dire, c'est... Donc, ouais, non, de ce côté-là, c'est plutôt une réussite. Et je pense que c'est d'autant plus une réussite qu'on voit bien que c'était nécessaire pour pouvoir réaliser le désamiantage complet de Jussieu dans des bonnes conditions. Je pense que la réussite et le fait qu'on ait pu avancer, c'est bon, effectivement, j'ai mis un certain acharnement, je me suis battu. Bon, la vie a peut-être fait que j'étais obligé, étant petit, de m'organiser avec des défenses qui m'ont donné peut-être un peu plus de résistance que d'habitude. Et je me suis acharné. Mais en même temps, c'était Paris 7. Paris 7 était une université originale. Dès que j'ai proposé de faire ce projet à Jean-Pierre de Dondère, on a très vite réfléchi, on avait vraiment des discussions qui étaient dans une dynamique de la création de Paris 7 et je pense que ce projet, peut-être qu'on a pu le réussir aussi parce que
c'est un prolongement naturel de la démarche de la création de Paris 7. Et je pense qu'il s'inscrit bien là-dedans. Bon, est-ce que c'est mon parcours à travers un lycée pilote, d'être allé à Paris 7, c'est pas par hasard. C'est vrai que j'ai retrouvé des profs que j'avais eus au lycée. Donc il y a certainement quelque part derrière une démarche intellectuelle, et c'est ces convergences qui ont peut-être fait aboutir ce projet. Et puis c'est vrai que ce projet a rapidement eu un soutien très fort à l'intérieur de l'université, qui s'est constitué un petit groupe autour de ce projet, et que c'est grâce à la force de ce petit groupe que le projet a abouti. Si j'avais été tout seul, j'y serais peut-être pas arrivé. C'est l'apprentissage qu'on a peut-être eu tous, et Paris 7 était un peu dans cette logique. Ça, c'est une certaine manière d'essayer de comprendre le système et de transgresser le système. C'est vrai que ce projet, c'est une transgression permanente. J'ai vécu l'après-installation sur Paris-Rive-Gauche. C'est évidemment un campus exceptionnel, parce qu'effectivement très architectural, très intégré en fait dans la ville. Et peut-être que moi, ce que j'ai vécu, c'est le lien qui a pu s'établir entre les disciplines présentes pour la première fois en fait de l'histoire de Paris Diderot sur un même campus, hormis la santé qui est bien sûr délocalisée sur un campus spécial, mais finalement cette refondation tant attendue de Paris Diderot, où toutes les disciplines, la pluridisciplinarité était présente. Et je crois que ces dernières années, ce que l'on a vu, c'est effectivement cette pluridisciplinarité se créer réellement, aller jusqu'à l'interdisciplinarité dans la recherche et dans la formation, et évidemment c'est une formidable réussite. Alors, ensuite, c'est vrai que Paris Diderot, c'est pas simplement le campus Paris-Rive-Gauche. Et peut-être il faut voir aussi plus loin, c'est-à-dire que maintenant que l'ensemble des disciplines, des sciences expérimentales et des sciences dures et des lettres et sciences humaines sont sur Paris-Rive-Gauche, sur un magnifique campus, penser aux autres disciplines qui sont les disciplines de santé et l'IUT qui ont besoin, elles aussi, d'avoir quelque part une espèce de refondation de leur campus. Depuis que je suis arrivée en 2014, il y a eu l'installation de l'IUT sur le campus de Pajol et sur la halle Pajol. Pour l'IUT, c'est évidemment également une formidable opportunité, puisqu'ils ont eux aussi beaucoup voyagé sur divers endroits, ce qui a empêché un petit peu leur développement, je crois qu'il faut le dire. Et ce qu'on voit là aussi, c'est depuis leur installation sur Pajol, alors que quelques activités médicales se sont installées dans une partie du bâtiment, ce lien qu'on peut faire entre la santé désormais et les activités de l'IUT sur les mesures physiques. Donc là aussi, un potentiel de développement absolument exceptionnel. Et puis le campus hospitalo-universitaire et le nouveau projet de Paris Diderot qui permet donc la refondation immobilière de nos activités de santé à Saint-Ouen, qui regroupera 2 hôpitaux, Bichat-Beaujon, mais qui regroupera également les 2 bâtiments universitaires de médecine qui sont actuellement sur Villemain, près de la gare de l'Est, et sur Bichat, et accueillera également les activités d'odontologie. C'est un campus formidable qui va mettre 10 ans à se construire. Et évidemment, c'est un peu comme le campus Paris-Rive-Gauche, c'est-à-dire c'est une opportunité qui se présente, puisqu'il y a 2 hôpitaux qui vont fusionner. Et puis ensuite, c'est un travail énorme avec la ville, avec la région, avec l'État, avec la recherche d'un financement. Et tout ça est extrêmement compliqué. Et je crois qu'on se retrouve un peu dans la même situation que le début de Paris-Rive-Gauche, où on ne sait pas finalement comment ça va se faire, mais ça va se faire. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de l'ensemble des acteurs pour qu'il y ait ce campus hospitalo-universitaire. Tout ça s'inscrit aussi dans une dynamique de l'enseignement supérieur et de la recherche qui, bien sûr, bouge énormément au cours de ces dernières années. On l'a vu, après la phase en fait, de développement des universités pour faire face à un nombre croissant d'étudiants, à partir des années 70 notamment, eh bien,
y a une volonté de l'enseignement supérieur et de la recherche de regrouper ces universités pour en faire des universités très visibles à l'international. Ces regroupements concernent particulièrement les universités dites de recherche intensive, et notamment dans lequel s'inscrit Paris Diderot, puisque notre recherche est vraiment notre marque importante de fabrique. Et donc, nous sommes dans cette dynamique-là, et évidemment, on doit aussi penser à se rapprocher d'autres universités, et notamment le projet actuel est de se rapprocher de l'université Paris-Descartes et de l'Institut de physique du globe, avec lequel nous avons des relations extrêmement anciennes. Et donc ce rapprochement est un rapprochement qui, quelque part, est dans une configuration naturelle, même si nous avons beaucoup tâtonné ces derniers mois pour savoir si on élargissait un petit peu ce regroupement, mais finalement, ce sont les partenaires naturels qui vont former cette nouvelle université. Et je crois que cela n'enlève pas du tout l'identité de Paris Diderot. J'entends beaucoup les collègues penser que la disparition du nom de Paris Diderot fera disparaître Paris Diderot. Je ne crois pas. Je crois que Paris Diderot, c'est aussi son campus. C'est aussi une identité, je dirais, de démocratie universitaire, et qu'on constituera cette nouvelle université aussi à travers notre valeur et nos identités. Et donc il n'y a pas de risque de perdre en fait les valeurs de Paris Diderot, mais nous serons effectivement dans un ensemble plus grand. Nous sommes nous inscrivons en fait dans un univers de l'enseignement supérieur et de la recherche européen désormais. Je crois qu'il faut dépasser les frontières finalement nationales, et on a besoin aussi de construire cette nouvelle université avec cette dimension européenne pour être dans cette dimension de l'espace européen. Voilà, et je crois que c'est l'avenir de Paris Diderot.